Ouamrare, capitale du port d'Arguin en Mauritanie. Chaleur et bonne poussière, comme tous les jours. Boukhari, chef de famille, emmène pêcher quelques-uns de ses enfants, comme tous les jours. Et comme tous les jours, les dauphins aussi sont au rendez-vous. Quand j'étais enfant, je me souviens qu'un homme venait avec ses filets depuis le désert en chameau. Il restait 8 à 15 jours jusqu'à ce que son poisson soit prêt et sec. Il l'embarquait alors sur le dos de ses chameaux, direction désert. Il en pêchait tellement qu'il en laissait sur la plage. Il ne pouvait tout emmener. C'est le père de Boukhari qui a découvert ce banc de sable. Depuis, c'est là qu'il vient pêcher, et c'est sans doute là que son fils viendra pêcher, lui aussi. Pas très compliqué la pêche imraguenne, à condition d'en connaître les règles. Avant tout, savoir ouvrir les yeux. Une petite tache un peu plus sombre sur l'eau, c'est un banc de mulets. Il s'approche. Surtout ne pas l'effrayer. Attention à ne pas faire des ombres. Plus qu'une pêche classique, c'est une traque, une véritable chasse aux poissons. Délicatement, Boukhari et son fils déroulent 2 filets d'une trentaine de mètres de long, de quoi cerner le banc. Les mulets ont senti le piège. Ils sautent hors de l'eau pour s'échapper, mais les pêcheurs placent un deuxième rang, puis un troisième. Bien sûr, c'est le pêcheur du centre qui fera la meilleure pêche. La prochaine fois, au banc suivant, il sera à l'extérieur du premier cercle et ainsi de suite. À chacun son tour, les places tournent sans que la moindre contestation vienne troubler le déroulement du rituel. L'avenir, on pensait que le poisson était éternel. Maintenant, on est sûr que cela devient rare. Rare de 2 manières. D'un côté, on n'en pêche plus beaucoup. De l'autre, on ne trouve plus d'acheteurs. On ne sait plus quoi en faire. Notre avenir est dans la pêche. Et si elle est menacée, nous aussi. C'est comme les langes. Elles existeront toujours, à condition de trouver le matériel pour les réparer.
كانوا داخلي يجبر حد يشتري والله ما تيجي حد يشتري مستقبلنا احنا بعد داخل. L'essentiel de la production imraguenne, le poisson séché, c'est la nourriture de base du marin, mais aussi de toute la famille. Il se mange et il se vend tout au long de l'année. Retour au village. Boukari habite sur une île avec sa femme, ses 6 filles, leur mari et leurs enfants. C'est le village le plus isolé, le seul qui soit, lui aussi, cerné par la mer. Pour Boukari, un bout du monde qui avait des allures de paradis. Autrefois, le poisson était si abondant qu'à la fin de chaque pêche, les gens des villes et ceux du désert étaient très nombreux à venir nous en acheter, le sécher et l'emporter. Je témoigne de ce souvenir d'enfant que je vous raconte, et c'était miraculeux. L'avenir de mon fils Alioun, j'espère qu'il sera radieux. Et ce que Allah lui réserve, il est le seul à le savoir. Peut-être qu'il pêchera avec ses gros bateaux industriels, peut-être même en avion. Dieu seul le sait. L'avenir des Imraguennes passe aussi par leurs lanches, de longues coques gréées en côtre ou en voile latine. Des bateaux solides, les pêcheurs des Canaries s'en servaient pour venir chercher le poisson du banc d'Arguin depuis Las Palmas et Lanzarote. Le temps de remplir les cales et ils s'en retournaient après parfois une seule journée de pêche. Certaines lanches ont plus d'un siècle et la survie de Boukari et de sa famille dépend de ce charpentier. Il vient de loin, au nord, et il est reconnu comme l'un des plus compétents. Pour l'entretien quotidien, à marée basse, on bouche les trous avec des morceaux de chiffon, du ciment et tout matériau faisant l'affaire, le tout badigeonné avec de la mauvaise peinture. Ici, les bateaux à moteur sont encore interdits. Il faut absolument entretenir les traditionnelles lanches à voile, tant bien que mal, sans étoupe, sans poulie et sans outils. Le parc national du banc d'Arguin a été créé par l'État mauritanien. Un de ses gardiens, Abou Gaï, un ornithologue qui a fait ses études en France. La crainte en est que le parc pourra se transformer un jour, et c'est ce qui n'est pas souhaité à la pêche industrielle. C'est ce qui est vraiment le déséquilibre total et la catastrophe. Une fois que ce parc est ouvert à la mécanisation, à la pêche motorisée, là, c'est la catastrophe. Toutes les ressources seront épuisées parce que là, c'est quand on prélève du capital, tout est fini. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'économie. Alors, ce que nous souhaitons, que ce capital soit maintenu et que la vie imraguenne continue telle qu'elle est, pêcher son mulet, ses courbes et bien suivre les règles de conservation de ce milieu naturel qu'est le parc national du banc d'Arguin. Derrière le village, le désert absolu
excepté cet arbre, l'unique rescapé de l'ancien climat équatorial. Le principal souci de Boukari et sa famille, c'est l'eau douce. Le seul puits de l'île est asséché et le point d'eau le plus proche, à 100 km de là, est aujourd'hui trop salé. Alors ce sont des vedettes qui alimentent le village en eau douce, 5 litres par jour et par personne. Chaque semaine, Boukari doit faire la navette entre le bateau ravitailleur et la citerne en béton du village avec des vieux bidons d'huile recyclés. La vedette n'apporte pas que de l'eau. Grâce à l'équipage, c'est aussi l'occasion d'avoir des nouvelles fraîches de la ville. Et lorsque la vedette tombe en panne, on sait sur l'île qu'il va falloir commencer à se rationner. Malgré la précarité de la vie du désert, toutes les occasions sont bonnes pour se réunir, discuter et jouer aux cartes. La journée commence tôt. 6 heures du matin, l'heure du petit déjeuner pour Hassan, l'un des 5 gendres de Boukari, sa femme et leurs enfants. Au menu, thé, biscuits et poissons séchés. Pendant que les uns se préparent à aller à l'école, les autres attendent patiemment le signal des guetteurs de poissons. Des filets dont seuls les Imragen ont le secret. Matériaux d'origine, de la fibre végétale pour la maille, des bouts de figuier pour les flotteurs et, en guise de plomb, des pois en argile cuite qui sont toujours fabriqués sur place. Aujourd'hui est jour béni sur le calendrier musulman qui suit les phases de la lune. C'est le début de la grande saison de pêche. Les dauphins sont là. C'est le signe que les grands bancs de mulets vont arriver. Chaque jour, les Imragen délèguent un chef de famille pour pêcher au large en attendant les grands bancs qui vont longer leurs côtes. La mer paraît calme, mais attention, à quelques dizaines de centimètres sous le bateau, c'est un enchevêtrement de chenaux et de bancs de sable, un vrai labyrinthe, un piège où s'est déroulée la tragédie du radeau de la Méduse. Non, cette vision n'est pas un mirage. Ici, à 10 km du rivage, on a toujours pied.
Le banc d'Arguin, c'est aussi l'une des plus grandes réserves du monde. Des millions d'oiseaux y cohabitent. Certains se refont des forces avant de reprendre la route. Quand la marée monte, les îlots non submergés sont envahis par les pélicans, spatules, cormorans, aigrettes, sternes et bien d'autres encore. Car sous la surface, le banc d'Arguin cache un trésor. Là où se rencontrent les courants froids et profonds et les couches réchauffées par le soleil du désert, c'est l'explosion de plancton, le bouillonnement de vie. L'espèce la plus répandue, les limicoles qui viennent depuis l'Europe du Nord, puiser dans ce désert apparent des réserves de nourriture extraordinaires. À marée basse, l'herbier se découvre. 500 km² de haut fond, riche en micro-organismes de toutes sortes. Une nurserie pour de nombreuses espèces marines, un garde-manger pour les oiseaux. La pêche n'est pas bien grosse, mais elle suffit à nourrir le village. Un mulet par famille. Et comme partout dans le monde, ce sont les enfants qui rapportent les commissions. Aïssa, l'institutrice, prépare les ardoises des enfants. Elle recopie les versets du Coran sur des planchettes de bois. Plus tard, on rincera la planchette et elle resservira pour d'autres générations. Ils ont contredit. Ils ont contredit nos textes sacrés. Ils ont contredit nos textes sacrés. Tout est écrit dans le livre saint. Ce sont les marabouts qui se chargent du commerce du poisson. Ils sont aussi les responsables de la vie spirituelle et de l'éducation. Il y a une dizaine d'années encore, les pêcheurs imraguènes étaient leurs esclaves. Autre signe avant-coureur du début de la grande pêche, l'arrivée des Land Rover de la ville. Après l'école, travaux pratiques sur la plage. Les enfants sont initiés à la fabrication et à la réparation des filets.
Certains commenceront à pêcher pour de vrai dès l'âge de 7 ans. Il y a plus de 100 pêcheurs qui se regroupent ici sous l'œil attentif de leur chef. La pêche que nous pratiquons est un héritage très ancien. Avant même la naissance de la Mauritanie, depuis son indépendance et encore aujourd'hui, l'agression de la pêche industrielle continue à étrangler, voire même tuer notre pêche traditionnelle. Les hommes de la pêche artisanale refusent que cette pêche-là meure. Il y a très longtemps, les guerriers du désert et les tribus de marabouts ne mangeaient que de la viande. Pour soigner leurs carences alimentaires, ils faisaient 2 cures chaque année, une dans les oasis, où ils ne se nourrissaient que de dattes fraîches, une autre chez leurs esclaves, les Imragen, à ne manger que du poisson frais. Là-bas, toutes les femmes vous le diront, l'huile de tête de mulet peut guérir n'importe quelle maladie. La mer est à la fois un garde-manger et une armoire à pharmacie. Mais aujourd'hui, la véritable richesse des Imragen, c'est la poutargue, les œufs de mulet. Ils sont séchés et enduits de cire avant d'être vendus jusqu'à Paris. Un caviar à 700 francs le kilo chez les traiteurs orientaux. Les Imragen, eux, auront touché quelques 10% du pécule. Le travail ici est dur pour tout le monde, mais bien plus pour les hommes. Eux vont, contre vents et marées, pêcher et ramener le poisson. Le tirer sur la plage, nous, on ne fait que le trier, le lameller, extraire la poutargue et cuire ses têtes. Nous sommes égaux dans le travail, mais à vrai dire, celui des hommes est beaucoup plus dur. Quant aux poissons, ça va, ça vient, ça dépend. Mais ça n'est pas comme dans le passé, ça a diminué. Avant, quand les hommes étaient de vrais hommes, il y en avait beaucoup plus. Et maintenant, c'est plus rare. Quand les hommes étaient de vrais hommes, il y a une 50aine d'années, les Occidentaux ont commencé à s'intéresser aux richesses du bon Darguin. Quand on arrivait là, c'était pratiquement désert. Tout ce qu'on voit actuellement, là, il n'y avait pas un seul bateau. Il y avait en gros 6-7 maisons mauritiennes. Et les caravanes y passaient de temps en temps. Il n'y avait pratiquement que nous autres, les Français, et puis les Canariens, quoi. À l'époque où j'étais, que je vous parle, il y a une 40aine d'années, la mer était couverte de poissons par moment ici. On avait même l'impression qu'on allait échouer dans les bancs de pension. De poissons. La courbine, les lignes, enfin c'était dingue de voir le poisson qu'il y avait ici. C'est à cette époque, en plein désert, qu'est née Port-Étienne, aujourd'hui Nouadhibou, capitale économique de la Mauritanie. Aucune route ne part de cette capitale. C'est par bateau ou par avion que sont transportées les richesses du pays. Un paysage que l'on dirait dévasté par la guerre. C'est là que des équipages russes attendent patiemment l'armateur qui leur donnera les quelques dollars et le carburant pour repartir pêcher. Messagers à la voile, leur homme d'affaires se rend à terre négocier la prochaine campagne de pêche. Alors, il y a toutes les nations du monde qui sont venues parce que c'était l'endroit le plus poissonneux du monde, la baie du Lévrier et puis le banc d'Arguin. J'ai connu le long de la côte, là, entre Cisneros et Nouakchott, des flottilles de 500 bateaux soviétiques qui travaillaient en équipe avec une 40aine de navires-usines. C'était un peu le pillage systématique de tous les eaux mauritaniennes, quoi. Enfin, c'était à l'époque la politique du gouvernement mauritanien de vendre des licences. Maintenant, ils commencent à prendre conscience, ils ont fait une flotte à eux. Traditionnellement, la Mauritanie ne s'intéressait pas aux poissons.
elle commence tout juste à prendre conscience des richesses qui lui ont été subtilisées. Trop tard peut-être, aujourd'hui encore, le pillage continue. Les espèces rentables ont été ratissées, d'autres espèces ont pris le dessus, un grave déséquilibre écologique est amorcé. Ça me fait mal au cœur de regarder tout ça, quoi. Toutes ces épaves, chaque fois que je viens. Parce qu'ici, c'était un peu le grand pillage, quoi. Ah oui, le poisson, c'était la richesse de la Mauritanie de l'époque, quoi. Enfin, des Européens qui exploitaient ça. Maintenant, ils pêchent surtout de la poulpe. Ouais. La poulpe, c'est souvent un signe que les fonds ont été surexploités. Parce que j'avais des gars de l'Office scientifique des pêches là, qui faisaient des campagnes avec nous quelquefois. Il était remarquable que les fonds où il y avait beaucoup de poulpes, c'est les fonds qui avaient été surexploités. Industrie florissante à Nouadhibou, la fabrication du pot à poulpe. Les Sénégalais ont remonté la côte depuis Dakar pour faire fortune avec ce céphalopode très prisé en Asie. Une drôle de pêche. Chaque matin, c'est le slalom entre les épaves. Des dizaines de pirogues vont remonter les lignes de peau, appâter et déposer la veille au soir. Tu vois, avec ça là, on ne peut pas être un vrai millionnaire. Tu vois, on fait petit à petit pour avoir beaucoup d'argent. Après, on quitte par état, par état. Tu vois, si on quitte d'ici, on va être un patron. On trouve des pirogues, les petits ils partent, nous on reste en haut, après faire des autres affaires. Tu vois, état par état. Enlève-le bien, ouais, c'est ça le travail, c'est bon. Ouais, bien. Pas besoin d'hameçon, ces tuyaux sont une aubaine pour les poulpes qui adorent se calfeutrer la nuit. La course contre la montre. Les pêcheurs les plus matinaux ramassent volontiers les peaux des autres. La poulpe, elle est mangée par les dorades ou les poissons qui sont des prédateurs de la poulpe. Mais quand la dorade a été tellement pourchassée, elle a diminué et c'est le contraire qui se passe. C'est la poulpe qui mange la petite dorade. C'est un signe d'appauvrissement des fonds quand on voit la poulpe venir en masse. La pêche aux poulpes est toujours fructueuse, mais les prises sont de plus en plus petites, signe que, là encore, les prélèvements ont été excessifs. Ce sont les Coréens qui trient les poulpes aussitôt débarqués. Eux seuls savent faire la différence entre les 18 catégories vendues sur le marché. Ce sont aussi les Coréens qui pratiquent sur leurs bateaux vétustes la pêche industrielle du poulpe. Venus de l'intérieur des terres, des nomades mauritaniens vont et viennent entre les deux capitales, Nouakchott et Nouadhibou. Peu de travail à espérer, ils sont contraints à des activités marginales. C'est dans les nombreuses épaves de la baie qu'ils se réfugient, au milieu des centaines de clandestins à la recherche d'un embarquement. Un décor d'apocalypse qui pose une fois de plus la question de l'exploitation de la mer. Depuis des générations, les Imraguènes ont préservé leur stock. Ils sont aujourd'hui totalement impuissants devant le désastre écologique qui se déroule sous leurs yeux, aux frontières du banc d'Arguin. Au lever du jour,
À 100 km au sud de Nouadhibou, tous les hommes du village se rendent sur le lieu de pêche, emmitouflés dans leur couverture de la nuit. Certains, plus matinaux, sont déjà à l'eau. L'attente commence. La mécanisation a fait son apparition chez les Imraguènes. Elle n'est plus qu'à quelques centaines de mètres sur la même plage. Les autorités l'ont encouragée, elles ont même fourni des pirogues en plastique à quelques pêcheurs modernistes qui ne s'intéressent pas qu'aux mulets. Ce mulet, il y a certains villages qui les pêchent 6 mois et il y a d'autres qui les pêchent en 3 mois. Et les autres périodes sont consacrées à la pêche de courbine, pour le cas du village de Nouankar. Et les autres villages du nord à une pêche récente, qui est la pêche des requins et des raies-guitares. Mais ils profitent mieux pour la pêche des requins et des raies-guitares, où 1 kilo d'aileron de requin coûte 5 000 à 7 000 ouguiyas et 1 kilo de millet coûte 60 ouguiyas, 50 ouguiyas, 60 ouguiyas. Vous voyez déjà la différence qui existe entre ces deux espèces. Les dauphins ne sont pas troublés par l'apparition des bateaux en plastique. Ils continuent à chasser et s'amuser. Les grandes bandes ne sont pas loin. Quand les mulets seront là, tout le monde se précipitera à l'eau, même les pêcheurs de courbines et de requins. Ça y est, un banc est en vue. On appelle les dauphins à la rescousse. Ils vont servir de rabatteurs. En tapant sur l'eau, on imite le bruit des mulets qui sautent. Au large, les dauphins ont compris. Ils se précipitent vers le banc de poissons et le conduisent vers la plage. Le piège va se refermer. Ça y est, ils sont là, tout le monde se jette à l'eau, même l'aveugle. Ici, pas d'exclus, tant qu'on peut jouer un rôle dans la communauté. Maintenant, la pêche peut commencer, le miracle va se produire.
Toujours le même système, un rang de filets, puis 2, puis 3, autant d'obstacles qu'il faudra sauter avec l'énergie de la bête traquée. 5 kilos projetés à toute force hors de l'eau, chez les Imragen, il n'est pas rare de croiser des pêcheurs borgnes touchés par un mulet en plein vol. Les dauphins ont eu leur part du festin. Repus et fatigués, ils raccompagnent les hommes jusqu'au bord, comme des sentinelles qui les garderaient des requins à l'affût de quelques oubliés. Certains rentrent bredouilles, ils étaient dans le 3e rang. Comme l'aveugle, qui revient lui aussi les mains vides. La prochaine fois, il sera mieux loti, placé un cran devant. J'ai toujours pensé qu'il n'y avait que moi pour m'aider et personne d'autre. Moi, j'ai appris ce métier et uniquement cela. Je ne me pose pas la question pour les autres. Bien sûr, je suis né là-dedans, j'ai grandi là. Je ne connais que cela, et même si la difficulté de ce métier est grande, je n'ai pas d'autre choix. Si je devais dire quelque chose aux autres infirmes, je leur dirais, si tu es capable de faire un métier, il faut y atteler. Cela change positivement l'existence. Dans les bons jours, quand les filets sont bien remplis, ils pèsent jusqu'à 200 kilos. Tout le village est là pour aider à remonter le poisson. Sur la plage, les vieux marabouts tentent encore de voler un poisson à leurs anciens esclaves. Lâche ce poisson. Si tu veux du poisson, tu n'as qu'à pêcher comme nous. C'est un blasphème de ne pas me donner de poisson. Lâche ce poisson. Tu n'en auras pas un seul. Au nom de tous mes péchés, je ne t'en donnerai pas un. De toute façon, il y en aura pour tout le monde. La pêche est bonne, les grands bancs sont arrivés chez les Imragen. Les Land Rovers sont chargés, destination Nouakchott, à 200 km au sud, par la plage. Les sommes gagnées sont dérisoires, mais grâce à ces 2 mois de travail, tout le peuple imragen, 5000 personnes, va survivre jusqu'à l'année suivante. Les femmes emmènent ce qui n'a pas pu être vendu. Elles vont le sécher pour le reste de l'année. Pour les Imragen, dans le poisson, tout est bon.
La chair et la poutargue, bien sûr, mais aussi l'huile de tête comme remède miracle et jusqu'aux arêtes et la queue comme combustible pour le feu. Mais on ne se nourrit pas que de poissons. La vie spirituelle est essentielle et la journée imraguène est rythmée par les 5 prières des marabouts. Amadou Bamba, le chef du village, rejoint les notables pour la prière. Nul jamais ne manque à l'appel, sauf bien sûr en cas de grande pêche. ما علمني مولانا أن نكون أشبه بشاشته وهي من القطر الخيرات هذا في مسجدي بين ذان الإقامة بسم الله سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده. Pas beaucoup de distractions dans ces villages du désert. Les plaisirs favoris des jeunes d'ici comme ceux du monde entier, la musique et la danse. Entre les 2 pêches principales du matin et du soir, les artisans animent la vie du village. Les tentes ont disparu et sans matériaux de construction, l'architecture est réduite à l'extrême. Un simple cube en contreplaqué, souvent sans fenêtre, et juste une ouverture en guise de porte. Dans la société imraguène, chacun a son rôle et sa place. Celle des artisans ou forgerons est tout en bas de l'échelle, juste au-dessus des artanis, les esclaves affranchis. Avant, j'étais au Sénégal. Je suis revenu depuis la guerre. Il n'y a pas beaucoup de travail pour moi ici. Juste les bâtons pour tenir les filets, quelques bijoux et objets usuels. De toute façon, on ne trouve plus du tout de bois à travailler ici. De leur côté, les notables se réunissent pour un jeu de dames très particulier. Un peu de sable en guise de damier, autour duquel s'affrontent le chef du village, l'institutrice et le marchand de poissons. Les jetons, des brosses à dents usagées pour les uns, des crottes de chameau séchées pour les autres. هتقع شو حاجه ضد هي الناس لما يسي صفطان فيها ما يزين اللي قاعد ما لحد ليش غالب تكسر هاي البارح حابس هذا هذه لا مانيش من حبس Ce soir et jusque tard dans la nuit, on va fêter le début de la saison des grandes pêches.
Une fois de plus, le miracle s'est produit. Une fois de plus, les dauphins étaient là pour aider les pêcheurs. Une fois de plus, la mer a donné son poisson à Boukari, sa famille et tout le peuple imragen. Alors, comme toujours, on remercie le ciel en priant que demain aussi soit comme toujours. L'Imragen a eu une chance, que c'est l'héritier de la côte. Et quand on parle de côte et d'océan, dans l'océan, il y a une infinité de biens. Par rapport aux autres populations du pays, ils se nourrissent très bien par leurs poissons. C'est des gens très sensibles qui ne veulent pas à l'introduction du moteur. C'est des gens très réfléchis qui rejettent cette idée. Pour moi, l'avenir de notre pêche est artisanal. Si l'État ne nous aide pas, nous serons écrasés comme des insectes et nous disparaîtrons. Je pense que tous les enfants qui vous entourent aimeraient continuer à perpétuer l'héritage traditionnel. Et les vieux aussi, jusqu'à leur mort. Tout juste libérés du joug des marabouts, les Imragen doivent aujourd'hui redouter le spectre d'autres entraves, la rentabilité économique. Que les moteurs fassent leur apparition, que la pêche industrielle soit autorisée, et c'en sera fini des lanches et des tranquilles pêcheurs du banc d'Arguin. Alors, dans sa grande sagesse, Boukari a transmis à ses fils son unique raison de vivre, ce bonheur de pêcher avec pour seule aide le vent, Allah et les dauphins.